Hello. Bonjour, j'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cet événement, à cette conférence et pour m'octroyer 25 minutes pour expliquer ce sujet très compliqué, ce qui a d'ailleurs été fait de façon admirable par mes prédécesseurs. Ma vie professionnelle ne m'a pas permis de venir en France depuis 20 ans et bien que j'ai passé beaucoup de temps en France par le passé, je refuse de parler français pour vous préserver. Mais je suis restée intéressée par le système français. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est de 3 autres pays que la France et je vais parler de la question politique, de la rémunération des apprentis. Les apprentis ne perçoivent pas grand-chose, mais cela joue un rôle important dans le système de l'apprentissage. Pour une jeune personne, la façon dont ils vont être rémunérés en tant qu'apprentis, c'est très important dans la relation qu'ils vont avoir vis-à-vis des autres options professionnelles. Pour un économiste comme moi, c'est un élément important ou dans certains pays pour voir par rapport à ce cela pourrait représenter pour une éducation à temps plein. Aujourd'hui, le gouvernement britannique essaye d'intéresser de plus en plus les jeunes vis-à-vis de l'apprentissage par rapport à l'enseignement général, parce que c'est bien pour eux et c'est bien pour l'économie de manière générale. Et donc, dans ce cadre-là, la rémunération des apprentis est un élément important. C'est un des éléments qui peut faire la rémunération, que certains puissent être plus intéressés par l'apprentissage plutôt que de poursuivre des études supérieures où ils vont avoir à payer des frais de scolarité qui peuvent atteindre jusqu'à des milliers et des milliers de livres par an. Donc la perspective également qui est intéressante à observer, c'est celle de l'employeur. Payer un apprenti, cela représente la moitié des coûts comme des pays comme l'Allemagne ou la Suisse et l'Autriche, qui ont des systèmes d'apprentissage très fortement établis. Et c'est donc la rémunération est très importante dans la détermination du coût pour l'employeur et dans l'attrait que cela représente pour l'employeur et pour le stagiaire. Et donc, plus les rémunérations sont élevées, plus les coûts sont élevés également pour l'employeur. Donc cela a abouti à des suggestions politiques et je vais en prendre 2, une d'Allemagne et une de Grande-Bretagne. La rémunération des apprentis devrait être même encore inférieure à ce qu'elle est pour que cela attire l'attention et l'intérêt des entreprises. Et c'est une citation avec une traduction approximative de ma part qui dit, M. Wolfman, qui dit que plusieurs facteurs par conséquent suggèrent que les apprentis devraient à l'avenir recevoir des indemnités de formation inférieures. Et l'autre citation qui a été faite par M. Steedman en 2008, après faire une analyse de l'apprentissage. Cette analyse a identifié le besoin pour le gouvernement de fournir des mesures incitatives supérieures aux entreprises pour qu'ils proposent des postes d'apprentissage. Et la rémunération de l'apprentissage pourrait être réduite pour ceux qui recevront une grande part de formation. Et donc, bien sûr, cela nous montre qu'on considère qu'une réduction de la rémunération pourrait être un élément favorable. Et donc, Luc Persson a fait donc une suggestion et M. Steedman, c'est donc une citation également. Et donc, pour ceux qui le savent, le système britannique, il y a beaucoup d'apprentis qui ne reçoivent pas beaucoup de formation et ça peut également être dommageable pour eux. Commençons par quelques chiffres concernant la rémunération moyenne des apprentis par rapport à des employés qualifiés en 2011. Et ici, j'ai donc une liste de 10 pays qui sont représentés en prenant des échantillons avec des personnes. J'espère que vous allez les reconnaître. Donc, j'ai utilisé les indicatifs des pays qui figurent sur les plaques d'immatriculation. J'espère que vous allez les reconnaître. Donc, la Suisse, la Belgique, le Danemark, etc. La France. Et on voit le taux horaire de la rémunération lors de la deuxième année de formation. Et donc, on voit que ça passe de 13% pour la Suisse à 79% pour l'Italie, avec des pays que l'on connaît bien au milieu, avec 24 pour l'Allemagne, la France 31, les Pays-Bas 38, la Grande-Bretagne 48.
et l'Irlande un petit peu au-dessus. Et donc, de grands écarts ici. Certains écarts, finalement, sont un peu factices, en fait, puisque cela dépend aussi, il y a d'autres facteurs qui divergent entre les différents pays. Et il y a très peu de personnes qui sont appelées des apprentis véritablement en Grande-Bretagne et qui ne seraient pas forcément reconnus comme des apprentis en Europe. Certains n'ont pas forcément de partie de formation professionnelle dans le cadre de leur formation initiale. C'est pour vous expliquer brièvement comment cela fonctionne. Donc voilà l'intérêt que je porte à ce domaine, et en tant qu'économiste, je m'intéresse bien entendu au marché de la formation et je vais analyser la rémunération des stagiaires, des apprentis, comme un élément clé de ce marché. Et avec des attributs ou des caractéristiques principales qui sont le prix, par exemple, parce qu'il y a donc des éléments qualitatifs et quantitatifs, comme sur tout marché, avec la rémunération de l'apprenti par opposition à la formation, au paiement que doit faire un étudiant pour vis-à-vis d'une formation. Cela ne fonctionne uniquement que s'il y a un programme de formation qui est standardisé, parce que du point de vue, sinon cela a un impact également sur le prix, la rémunération du stagiaire et sur le contenu. Vous pouvez être payé énormément et avoir un très faible contenu de formation. Vous pouvez avoir une rémunération plus faible, mais par contre un contenu de formation bien plus qualitatif et bien meilleur. Si on prend maintenant la standardisation des programmes de formation dans un système régulé, et donc un minimum de ce programme est standardisé avec l'apport de stagiaires, c'est-à-dire il y a un nombre limité de personnes qui sont intéressées par des formations et qui donc que l'on essaye de voir augmenter à travers la rémunération, ce qui pourrait accroître le nombre de stagiaires, avec également la demande côté entreprises qui sont intéressées par le fait de recevoir des stagiaires. Et maintenant, si on remonte il y a 100 ans dans mon pays, les employeurs étaient très intéressés par les apprentis parce qu'ils ne devaient pas leur procurer énormément de formation. Et pourquoi? Il y avait une forte demande vis-à-vis de jeunes et le taux de chômage vis-à-vis des jeunes était bien inférieur à celui des adultes. Et ensuite, il y a la formation du prix. Comment est-ce que la fixation du prix se fait? Comment cela fonctionne et comment cela s'intègre dans cette relation entre la demande et le besoin et la demande. Et donc, il y a différentes théories qui sous-tendent ce marché de la formation avec le capital humain, avec une rationalité économique et également la notion de concurrence entre le besoin et la demande. Et donc, les économistes aujourd'hui sont un peu plus sophistiqués dans leur analyse et nous reconnaissons que s'il y a une compétition qui peut être une concurrence qui peut être optimiste, dans laquelle l'employeur a plus de mainmise sur les stagiaires, étant donné la situation. Et comme cela a été dit ce matin, je suis également intéressée à la question des institutions avec le contraste que l'on peut trouver entre les économies de marché coordonnées ou libérales, qui est donc un élément important. Et les éléments qu'il faut regarder également, ce sont les procédures de fixation de la rémunération qui varient également énormément. Et dans une marché économique libéral, c'est en général l'employeur qui détermine la rémunération de l'apprenti. Dans un marché coordonné, il y a tout un passage à travers des procédures qui permettent de déterminer à travers des négociations pour arriver à une rémunération acceptable pour les deux parties. Et lorsque c'est le cas, il y a toujours la question des partenaires sociaux exactement que l'on voit intervenir en termes de la détermination du prix. Ce qui me frappe particulièrement dans l'histoire allemande, par exemple, c'est les débats au début des années 70 sur la façon dont les apprentis devaient être rémunérés. C'était une question très importante et problématique pour les syndicats. D'un côté, on disait que c'était des personnes qui devaient être traitées comme des étudiants, qui devaient être traitées comme s'ils recevaient une subvention d'étudiants à plein
plein temps, et d'un autre côté, ceux qui disaient qu'ils devaient être considérés comme des employés, qui devaient recevoir une rémunération minimale du niveau d'un employé. Et donc, il y avait beaucoup d'écarts à l'époque sur la façon, ou les divergences sur la façon dont on devait considérer les apprentis et leur rémunération. Maintenant, je vais regarder 3 pays plus spécifiquement. Donc, en fait, c'est ceux qui apparaissent en rouge. Malheureusement, ça n'apparaît pas très bien à l'écran. À gauche, nous avons donc la Suisse avec 13%. Ensuite, de 2 colonnes plus tard, nous avons l'Allemagne avec 24% et la Grande-Bretagne, l'avant-dernière colonne à partir de la droite, avec 48%. Donc, c'est des éléments qui doivent toutefois, sur lesquels on peut émettre des réserves, avec beaucoup de façons, différents types de définitions, de formations, différents types de formations. Et donc, par conséquent, je ne vais pas vous demander je vais pas toutes vous les lire, mais je voudrais que vous regardiez, lorsqu'on regarde un secteur en particulier où la formation est similaire dans ces différents pays. Si on regarde l'industrie de la métallurgie ou la construction navale, par exemple, on voit des programmes de formation aujourd'hui et pour les à peu près 50 dernières années, qui sont assez semblables en Suisse et en Allemagne, avec des formations qui passent par une formation systématique sur le lieu de travail. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément représenté dans mon pays, mais que l'on retrouve et qui est beaucoup plus semblable en Suisse et en Allemagne que dans d'autres secteurs. Et également des comparaisons sur les niveaux de rémunération de base avec les différentes sur le niveau de rémunération moyen d'apprenti de façon non pondérée, donc sur une rémunération mensuelle sur l'ensemble des années de formation qui sont à 14,1 pour la Suisse et 29,2 ou 40 pour la Grande-Bretagne. Et bien sûr, il y a une standardisation pour l'ensemble des secteurs et d'autres sources également d'écart ou de variations entre ces différents pays. Et donc, la rémunération de l'apprenti n'est pas une question si facile ou si directe à laquelle on peut répondre. Je pense qu'en France, on parle de revenus ou de rémunération. Et donc, les différences qu'on regarde en termes le revenu n'est pas forcément très différent. Il y a parfois des conditions de rémunération quand il s'agit de travail aux périodes de Noël, etc. Et je pense que c'est un petit peu différent apparemment quand c'était en Allemagne. Donc, je pense que l'on peut établir que c'est véritablement une différence nationale. Les sources que j'utilise sont en partie des analyses statistiques nationales et des études qui ont été menées, également le fruit de travail de collègues. Je me suis basée sur mon travail sur le terrain de l'industrie de la distribution et de l'industrie de la métallurgie. Et donc, j'ai pris en considération des apprentis qui sont payés 92% d'un employeur avec très peu de formation. En général, c'est de la formation sur le terrain lors de leur première année de formation. C'était un peu une version du pauvre du système japonais. Et donc, ils sont bien payés. C'est parce qu'ils finalement, ils ne bénéficient pas d'un haut niveau de formation ou d'une grande quantité de formation au cours de ces stages. Le temps est très court, le temps file très vite, passe très vite. Donc, je vais juste vous donner une liste de faits qui a été observée par notre équipe dans le cadre de cette étude. Et donc, avec différents grands écarts entre la façon dont les rémunérations s'organisent dans ces 3 pays. Donc, avec différents groupes. Le premier groupe porte sur les conditions du marché qui sont impliquées qui ont des implications économiques, c'est-à-dire le retour privé vers la formation pour les jeunes, la disponibilité de jeunes personnes qui sont intéressées et qualifiées, la disponibilité également d'employés qui ne requièrent pas de compétences particulières pour les jeunes. Également les organisations d'employés avec la couverture des éventuels employés et apprentis à travers une négociation collective, les syndicats exactement, et l'intérêt que peuvent avoir les syndicats à augmenter la rémunération relative, également les organisations d'employeurs du patronat et également à quel point ils sont présents sur le marché. Il y a également l'action publique, c'est-à-dire l'âge d'entrée moyenne dans l'apprentissage, les restrictions d'accès pour cet accès à la scolarité du type enseignement secondaire supérieur général, les options, les potentielles opportunités de poursuivre par la suite des études après l'apprentissage, également la proximité légale ou juridique entre les contrats pour des apprentis et pour un véritable poste de travail, et enfin les subventions
formations publiques sont payées principalement au collège, au lycée ou aux employeurs. Donc ce sont différents éléments que nous avons classés pour les trois pays selon ces différents ingrédients, selon ces différents éléments. Ce n'est pas complet, donc nous n'avons pas pris la partie, par exemple, qui a trait aux subventions publiques. Et malgré tout, c'est une liste assez large. Et donc pour vous donner 4 de ces critères qui ont été retenus, le premier... c'est la façon dont on classe ces trois pays en fonction de ces trois éléments. Par exemple, un employé dans la métallurgie s'attend à avoir un bon travail en termes de salaire élevé et peu de chômage. En Suisse, en particulier, à droite, où on le voit, le retour d'un privé vers la formation en termes de rémunération et d'emploi est très élevé en Suisse. Et le taux de chômage en termes d'employés en Suisse est finalement très faible. Et bien sûr, ça a des limites avec des semestres de crise qui ont pu être rencontrés, mais dans ces dernières années, les perspectives du marché dans ce domaine étaient particulièrement bonnes en Suisse. À l'autre extrémité, en Grande-Bretagne, un des problèmes de faire revenir les jeunes vers l'apprentissage et de stimuler leur intérêt était que la rémunération du personnel qualifié est assez faible. Tout dépend bien sûr de la spécialisation que l'on fait ultérieurement. Et en Allemagne, la rémunération est bien meilleure qu'en Grande-Bretagne. Et bien sûr, il y a du chômage également, mais il y a plus de perspectives de progression à l'avenir pour des personnes qualifiées dans ce domaine. Donc, lorsque l'on parle, par exemple, de l'intérêt que portent les syndicats à l'augmentation de la rémunération des apprentis, nous avons fait un travail sur le terrain, nous avons demandé aux officiels des syndicats à quel point ils voulaient voir augmenter la rémunération vis-à-vis des apprentis. Les Allemands ont dit on voudrait bien qu'il soit augmenté d'à peu près 5%, en plus des 30% qu'ils ont à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas une priorité maximale. Nous sommes plus intéressés par le fait qu'ils seront ensuite intégrés à l'avenir dans un vrai poste de travail, qu'ils vont avoir un poste de travail à l'issue de cette formation. En Grande-Bretagne, les syndicats ont montré un intérêt assez limité vis-à-vis de cette question. Et de mon point de vue, d'un point de vue historique, je trouve ça assez étrange parce qu'il semble que c'était assez élevé déjà, mais qu'il ne semble pas souhaiter ou trouver souhaitable de continuer à les augmenter. Ensuite, nous avons parlé à un officiel d'un des représentants des syndicats de la métallurgie et ils ont été plutôt sur faible parce qu'il y a un accord, une convention collective dans ce secteur n'ont pas d'impact sur la rémunération. Et donc, c'est une convention par le secteur. Donc, c'est laissé à la main finalement de l'employeur. Donc, et il disait que même si on avait une influence, on ne voudrait pas forcément augmenter ces rémunérations. Nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de menace vis-à-vis des postes à pourvoir pour ces apprentissages. Donc, je sais que le temps est très court et donc je pense qu'il y a certains éléments qui vont remonter à travers la présentation de notre ami pour la Suisse. Et donc, ensuite, il y a donc la restriction d'accès vers un système éducatif secondaire supérieur à plein temps, de l'ordre général, et qui est assez faible en Grande-Bretagne et assez élevé en Allemagne et en Suisse. Et donc, c'est quelque chose qui est promu, par exemple, en Grande-Bretagne de plus en plus. J'ai utilisé, dans le cadre de ma recherche comparative, la méthode de différence de 1000, parce que là, nous avons une conférence sur la comparaison internationale et on ne doit pas s'attendre à attendre beaucoup, finalement, à prendre beaucoup de cette comparaison internationale. Il y a beaucoup à faire et j'aime bien le faire, mais il y a les informations à tirer de ces contenus scientifiques est assez limitées. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous allons pas avoir des conclusions définitives sur la base de 3 exemples et de quelques observations. Et il y a une sélection de pays
est assez quelque chose qui peut nous inquiéter quant à la portée, mais on peut poser des questions intéressantes. Si on ne peut pas apporter des réponses définitives sur la façon dont cela va évoluer, on peut en tout cas essayer de structurer une réponse. Donc voici la comparaison que nous avons faite sont des comparaisons par binôme, donc Allemagne et Suisse et Grande-Bretagne et Suisse. Et donc on voit que la rémunération pour les apprentis en Allemagne, donc c'est la première ligne, est plus élevée qu'en Suisse. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, on a regardé à 4 groupes de facteurs qui ont été pris en compte dans ce projet. Et notre idéal aurait été de trouver que 3 étaient identiques et que 1 était plus élevé. Et ensuite, ça voulait dire que nous avons un facteur qui aurait été le facteur principal qui était l'élément différenciant entre ces résultats. Et donc, nous avons les syndicats, par exemple, pouvaient être un de ces éléments, avec le fait que les syndicats sont très puissants en Allemagne, et on aurait pu conclure que c'était le seul élément déterminant. Certains en auraient tiré cette conclusion. On voit que, par exemple, que pour les niveaux de prévision de rémunération actuels, donc assez élevés à l'heure actuelle, et donc ce qui est prévisible à l'avenir en termes de conditions de marché, de syndicats, etc. Donc très rapidement, vous pouvez noter que dans chacune de ces catégories, il y a toujours un élément qui montre que c'est plus supérieur en Allemagne qu'en Suisse. Par exemple, si je prends les associations d'employeurs, où il y a plus d'adhérents en Suisse. Non, c'est identique, pardon. Non, je vais pas m'en mêler, mais je voulais dire que si on regarde dans les détails, on peut voir qu'il n'y a pas un seul facteur prédominant, mais que plusieurs facteurs peuvent contribuer. Et pour la comparaison de la Grande-Bretagne et de la Suisse, on voit que c'est l'inverse. En fait, tous les éléments pointent vers une augmentation ou une rémunération supérieure pour la Grande-Bretagne par rapport à la Suisse. Les conditions de marché, les associations des employeurs et l'action publique sont en faveur d'une rémunération plus élevée en Grande-Bretagne par rapport à la Suisse et en Suisse. Donc on ne peut pas avoir vraiment de conclusion sur quels sont les facteurs clés, mais on voit qu'il y a en tout cas un éventail de facteurs qui contribuent à souhaiter une augmentation de la... J'aurais aimé en fait passer plus en détail ces différents attributs qui semblent être les plus importants, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc je vais faire la même chose. Je vais revenir d'une slide en avant. Je vais être un peu provoquant. Sur l'aspect socio-culturel, j'ai l'impression que les Suisses aiment que les jeunes grandissent ou évoluent lentement. 4 années de faible rémunération, c'est une très bonne préparation à leur vie professionnelle future. Quelqu'un âgé de 17 ans, 19 ans, finalement, on s'habitue à une rémunération assez faible. Alors qu'en Grande-Bretagne, les syndicats de la métallurgie disent que les jeunes apprentis peuvent s'acheter leur propre voiture. Donc, c'est assez différent, vu de façon différente en Suisse et en Grande-Bretagne. En fait, il y a quelques faiblesses institutionnelles en matière de cette économie libérale, avec une faible présence des syndicats et des associations d'employeurs. Et donc, ils regardent finalement l'apprentissage comme une option finalement assez faible, et également peu de progrès possibles suite à l'apprentissage. C'est quelque chose que l'on perçoit en Grande-Bretagne, et quand on compare avec la Suisse, ce n'est pas comparable. En conclusion, je ne peux pas tirer une conclusion de façon généralisée, même en partant de ces 3 secteurs, de ces 3 pays, en partant uniquement de ces 3 points de comparaison. C'est difficile d'en tirer des conclusions définitives et de savoir quel est l'élément contributif le plus important. Pour la France, je vais vous laisser tirer vos propres conclusions et voir si vous pouvez d'ailleurs en tirer. De point de vue scientifique, maintenant,
la façon dont les rémunérations des apprentis sont déterminées, cela pointe sur l'importance des institutions du marché du travail en Allemagne et en Suisse, qui sont des pays basés sur le partenariat et on voit la façon qui sont donc l'essentiel de la façon dont sont déterminées les questions autour de l'apprentissage. En Grande-Bretagne et en Suisse, on voit que des éléments déterminants concernant la rémunération des apprentis portent sur le besoin, la présence en fait du nombre de jeunes candidats à l'apprentissage. Parfois, les systèmes qui sont institutionnalisés font le travail du marché bien mieux que le marché ne le fait lui-même. On voit qu'il y a une segmentation et quand on regarde la version suisse qui est bien supérieure dans son approche pour essayer de faire entrer dans le marché du travail les jeunes via le recours à l'apprentissage. Un dernier point. Donc, qui est lié à la politique, puisque j'ai bien dit que c'était une problématique qui était liée à une politique quelque part, à un choix politique, c'est-à-dire est-ce que la rémunération des apprentis doit être réduite? Est-ce que c'est faisable finalement? Et quand on a regardé à travers cette étude, on voit que même une économie libérale qui réduit la rémunération des apprentis et voir quel impact cela a, comment cela s'intègre sur le marché du travail en général. Et enfin, cette question d'efficacité, même si vous décidez que c'est l'approche que vous souhaitez avoir, réduire donc la rémunération, est-ce que les partenaires sociaux, est-ce que les différents acteurs vont le prendre suffisamment au sérieux pour prendre à bras le corps cette question, pour en faire que ce soit une politique véritablement efficace?